ça fait. Oh my god. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Premier Cercle. Tout ce qui s'est passé ou presque dans le petit monde de la foodtech cette semaine ne vous échappera pas. On va parler d'Amazon qui s'associe avec Deliveroo, d'une commission des affaires sociales du CLAP, de Cowboy et d'accidents. Pour ce faire, je suis accompagné cette semaine de Nico. Yo mec, ça va? Le micro était un Salut peu à loin. tous. Paulin qui est là également. Salut tout le monde. Et Pierre Naturel, notre invité de la semaine. Comment ça va? Salut, ça va. Ça va, petite forme, on va en parler après, puisque tu as eu un petit accident. On se repose, on reste tranquille. Bon. Et du coup, comment ça s'est passé votre semaine, les gars? Pierre, t'as rien branlé, toi, du coup? Si, je fais des concerts. C'est vrai. Ah oui, tu m'as dit, t'as pogoté dans les concerts. Ouais, je suis allé pogoter, je me suis fait slammer de force, hein, j'ai rien demandé. Et bon, hein, non, c'était un petit test pour voir si je pouvais faire du vélo. Ouais, c'est ça. Bon, on fera l'autopsie après, voir ce qui a été cassé, ce qui reste en état encore de tourner. Pas grand chose. Ouais. Et Paf, t'as fait quoi toi du coup? Parce que je t'ai pas beaucoup vu sur la route. Moi j'ai fait la semaine, je suis désolé les gars, mais j'ai fait la semaine la plus pourrie de toute ma vie. C'est vrai? Je te jure. Ah non. J'ai une moyenne de 8 € de l'heure sur la semaine dernière. T'étais en quoi? J'ai vérifié hier soir. En Uber? Ouais, Uber et Stuart. Ouais. Moi je shift toujours Uber, Stuart en simultané. Ouais, en free. Ouais. Et non, la semaine dernière, ouais, je suis descendu à 8 € de l'heure. Ah, Ouais, dur. ouais, tu vois, il y a eu des soirs, les soirs ça allait mieux. En journée, c'était vraiment pas cool. Ouais. Donc, ouais, c'était vraiment ma pire semaine. Enfin, voilà. Bon, Ouais. voilà. Bon, de toute façon, ça va aller mieux la semaine prochaine, hein, de toute façon. On passe à la suite de suite avec la présentation de notre petite invitée. Ah bah si. Vas-y Paula, il faut lever la main, je t'en prie. Ben moi, ça y est, j'ai commencé à shifter sévère la semaine dernière. C'est vrai? Pareil, petite semaine également, j'ai shifté avec Uber et Deliveroo pour un truc total d'à peu près 10 € de l'heure. Pas ouf. Et je me plante au bout de 2 jours de travail. Et oui, je vois que t'as une petite boursouflure sur la lèvre. Est-ce que c'est en rapport à ça? C'est complètement en rapport avec ça. Ok. On en parlera tout à l'heure, je pense. Aussi, Ouais, on va condenser un peu tous les accidents. Ok, allez, c'est parti. J'appuie sur les mauvais boutons, ça passe mal. Donc du coup, Pierre Naturel qui est avec nous, c'est un ancien coursier qui fait partie de la première génération. Ouais, je suis un vieux. Ouais, t'as commencé par Techit du coup, parce que t'es coursier sur Bordeaux évidemment. J'ai rejoint Techit en tout début décembre 2015. Ouais, tu m'as dit que c'était vraiment les 2 premiers mois. Ouais, après ça a commencé genre mi-octobre. Ça s'est lancé mi-octobre. Techit avec Deliveroo qui a suivi sur Bordeaux. Ouais, qui a suivi très peu de temps après et en début décembre quoi, j'ai rejoint, donc je fais partie des des vieux un peu quoi. Ah ouais, là complètement. Je peux même dire j'ai commencé avant Simon Pralon quoi. C'est vrai? Ouais. Et Simon qui est considéré comme un dinosaure pourtant. Ouais. Mais ouais, du coup t'as commencé avec Techit, après là t'es chez Stuart en ce moment, c'est ça? Non, je suis Deliveroo Uber, je suis pas inscrit chez Stuart. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait je te confonds avec François qui te ressemble beaucoup. François? Ouais, François. Ouais. Et enfin moi je sais qu'il y a des gens qui te confondent souvent. D'accord. Bref, voilà, c'était petite anecdote. il a pas bien pris, c'est pas grave. Ouais, mais j'ai pas alors pas François, merde. Non, j'ai fait Techit, après j'ai fait Foodora. Ouais. J'avais pas envie de rejoindre Deliveroo, mais après j'ai fait du Foodora, puis avec quelques projets que je voulais mener à côté, je me suis cassé la main, j'ai fait une grande pause. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais j'ai été alors ça a été mal détecté, ça a été mal réparé, c'était une galère. C'est un accident sur la route que t'as eu Tout seul, un accident sur route mais tout seul, pas pendant le boulot, je pouvais m'en prendre qu'à moi-même quoi. Ouais, putain. Mais du coup j'ai été au frigo pendant 8-9 mois quoi. Waouh, ah ouais, putain. Et quand j'ai repris, par contre j'avais besoin d'argent, j'avais besoin de bosser, donc j'ai laissé tomber Foodora, enfin j'ai refait du Foodora et puis j'ai vite compris que si je voulais gagner plus d'argent plus vite, il fallait que je bosse chez Deliveroo quoi. Ok. Ben du coup on va passer aux articles de la semaine ou pas? Est-ce qu'on a deux choses à dire en plus? Non? Allez, c'est parti. L'article de la semaine, on a Amazon qui s'associe avec Deliveroo. Qu'est-ce que t'en dis ça, Paf? Qu'est-ce que t'as à nous dire là-dessus? Alors, ouais. C'est ghetto, genre. Donc en fait, j'ai plusieurs trucs à vous raconter là-dessus. Ouais. Parce que je vois que c'est quelque chose qui a été pas mal demandé et tout cette semaine là sur les réseaux sociaux et des trucs comme ça. Ouais. En fait, il y a un truc peut-être que sur Bordeaux vous connaissez peut-être pas forcément, mais que les Parisiens connaissent un peu mieux en fait. C'est que Amazon a un service qui s'appelle Amazon Prime Now.
Alors, et Now. Voilà. C'est du now. C'est No avec un W. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce service d'Amazon consiste à faire ses courses sur le site Amazon et à être livré en 1 heure ou 2 heures en fait. D'accord. Voilà, tu fais tes courses sur le net, tu te fais livrer chez toi. Donc pour ce faire, ils ont un bon entrepôt au plein cœur de Paris en fait. Et ils se sont aussi associés avec Monoprix aussi. Donc vous pouvez faire vos courses Monoprix et vous les faire livrer via Amazon. Ouais. Cette ancienne Monoprix est aussi gérée par le groupe Casino. Et donc en fait, là j'ai le... Ouais, parce que j'ai pas donc forcément c'est un gros match-up de tout le monde là du coup. Ouais. Ça ressemble un petit peu à Stuart en fait qui fait des livraisons avec Carrefour en fait là. Ouais, voilà, c'est ça. Avec un truc centralisé où on va chercher nos courses. Mais en fait, c'est dont on parlait il y a quelques semaines, Paulin, du coup, je crois. Il n'a pas accès au micro, Paulin. Donc, en fait, voilà, donc ils sont associés en fait avec le groupe Casino et donc ils vont étendre ça en fait à donc Monoprix, Leaderprix, Vival, Spar. Voilà, il y a à peu près 1000 magasins et pour ce faire, en fait, il y aura des consignes dans ces magasins-là qui s'appelleront les Amazon Lockers. D'accord. Et donc en fait, c'est des petites consignes et les coursiers viendront chercher les affaires, voilà, les courses en fait des clients pour les livrer. Je te dis en 1 heure ou 2. Actuellement, c'est que sur Paris que ça existe, mais ils vont essayer de l'étendre en fait dans toute la France, dans les grandes villes et tout ça. Et donc en fait, cette synergie en fait entre Amazon et Deliveroo, on sait déjà que Deliveroo a déjà commencé à implanter 2 cuisines. Tu sais ce qu'ils appellent les Deliveroo éditions en fait. C'est des cuisines où ils vont mettre les cuistots en fait dans leur cuisine. Ouais, comme ça se fait déjà avec Kitchen Garden si je me trompe pas, je crois. Ah oui. Ouais, ça ressemble à ça, c'est pas spécialement voulu. C'est vrai, oui, ils ont un labo en fait. Ouais, voilà. Ils appellent ça le labo. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils ont 3 enseignes différentes, mais qui. Ils ont 3. Ouais, il y a Kitchen Garden, Green Ball, je crois, un truc comme ça. Je sais plus, j'ai pas dit comment. Ouais. En gros, voilà, quand tu commandes sur Deliveroo, t'as 3 restos différents. Ça, c'est les restos virtuels, ce qu'on appelle les restos virtuels. Non, par contre, ils ont un resto au Place Sainte-Colombe. Peut-être. Côté de Fernand-Lafargue. Oui, c'est vrai. Ouais, à côté de Fernand, c'est vrai qu'il y a un restaurant qui fait des super. Un truc balls machin là. Qui s'appelle Kitchen Garden. Ok, qui s'appelle Kitchen Garden, c'est vrai aussi. Ouais. D'accord. Ouais. Et donc, en fait, la synergie, si on voit bien en fait que donc là, Amazon essaye de livrer, en fait, de concurrencer les épiceries et les courses livrées à domicile en fait. Donc que ça soit, comme on l'a vu, par les trucs Casino, Monoprix et tous ces trucs-là, ou leurs bâtiments où il y a déjà des gens qui travaillent dans ces bâtiments-là pour livrer les courses. Et Deliveroo, lui, de son côté, en fait, voulait monter leur cuisine en propre, partager les Deliveroo éditions, et cherche donc du coup des locaux. Là, actuellement, sur Internet, il y a beaucoup d'offres d'emploi de la part de Deliveroo pour chercher des gestionnaires de sites, des mecs qui montent des projets. Ce que je te disais tout à l'heure, j'ai eu un retour pas du tout via le monde des coursiers, mais j'ai eu un retour comme quoi effectivement Deliveroo ont contacté des gens pour chercher pareil un hangar dans le centre de Bordeaux. D'accord. Alors un truc qui n'existe pas, hein, mais ils cherchent. Ouais, donc c'est en développement quoi, ici. Et il voudrait le faire sur toutes les villes. Et voilà. Et de son côté, lui, Amazon, il voudrait faire alors pas des gros entrepôts tels qu'on les connaît, mais des plus petits entrepôts au cœur des villes pour faire la livraison en 1 heure. Voilà. Et donc, je pense qu'en fait, s'ils ont mis des billes là-dedans, c'est parce qu'ils ont rapidement compris que Deliveroo maîtrisait en fait la chaîne logistique avec des coursiers sous-traitants, parce qu'aujourd'hui Amazon là pour leur système de course ils passent par des trucs style TNT et compagnie, tu vois, et vraiment des indépendants, mais pas une flotte gérée aussi bien que chez Deliveroo. Et du coup je pense qu'à terme ils ont une ambition commune, de créer une synergie en fait là-dessus et de faire à la fois les livraisons des courses, des épiceries et des restos et gérer en propre et tout ça. À travers ce truc-là, directement. Ouais. Voilà, je crois que Paulin, il voulait... Paulin, vas-y. Yes, carrément. Pour moi, c'est aussi un peu un avis d'échec, un peu d'Amazon. Pourquoi ? Parce que Amazon, on ne le sait pas trop en Europe, parce que ça s'est rapidement planté. Mais aux États-Unis, il y a un service qui s'appelle Amazon Restaurant, où en fait, c'est un peu comme Deliveroo.
C'est-à-dire que tu cherches ton resto et tu te fais livrer sous quelques minutes. Et du coup, ça montre très bien qu'Amazon n'a pas su maîtriser tout ça et que donc il passe en investissant dans Deliveroo chez un autre acteur qui maîtrise mieux, effectivement, comme tu le disais, Paf. Ouais. Et ça montre que Amazon a rebondi de ses échecs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, je sais pas si tu allais le dire, mais en tout cas, Amazon est aussi chez Uber, dans le capital. Ouais, ils avaient investi chez Uber. Ouais. Ah oui, aussi. Donc c'est pas mal parce que ça montre qu'ils sont un peu sur tous les fronts. C'est cool. C'est marrant de se dire que du coup, Deliveroo est sous-traitant de quelqu'un de. Ouais, c'est ça, finalement. Ils ont mis des billes dedans, mais on sait pas encore trop ce qu'ils vont en faire Amazon. Ouais, enfin, c'est quand même aujourd'hui 560 millions de dollars. Ouais, c'est énorme. Sur une capitalisation, je crois, qui est de 1,3 milliard pour Deliveroo au total. Ce qui est quand même. Alors, je sais pas si c'était avant ou après l'entrée d'Amazon, les 1,3 milliard, mais ça représente un minimum un tiers, au maximum quasiment la moitié du capital de Deliveroo. C'est quand même pas rien. Donc, ça montre qu'ils vont quand même avoir une force de négociation qui est assez importante au sein du CA. Ouais. Du conseil d'administration. Donc Amazon va pas être anodin dans l'entreprise, clairement. Ouais. Et s'ils donnent cet argent, alors apparemment c'est pour développer surtout les salariés, à ce que j'ai compris de Deliveroo. Il y en a quand même 2500 dans le monde. Donc je sais pas si ça va retomber directement sur les coursiers, mais je sais pas trop. Ouais. À voir. Ça promet. Ouais, ça promet. Ouais. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Pierre, toi, t'en penses quoi, toi, de ce... Parce qu'on se posait la question la dernière fois de ces cuisines centralisées, pour rebondir sur ce sujet-là. Ouais. Moi, j'avais un avis qui était plus ou moins partagé, où je pense que c'est pas une mauvaise idée, dans le sens où tu sais, ça va peut-être plus vite, faire peut-être l'argent plus facilement quand tu sais où est ton pick-up, ton resto, parce que c'est toujours le même. Quand t'es sûr que tu reviens. Voilà, tu reviens toujours là, etc. C'est peut-être moins funky parce que tu te déplaces moins dans la ville, etc. Mais ça a ses avantages aussi. Je sais pas ce que t'en penses, toi, de revenir dans ce truc-là, par rapport à la communauté aussi, tu sais. Moi, je pense que je vois pas trop l'intérêt de le faire faire un hangar en centre-ville pour proposer les restos qui sont déjà dans le centre-ville. Ouais. Je verrais l'intérêt du truc si on allait mettre un hangar, par exemple, dans le centre de Mérignac, dans le centre de la zone résidentielle de Mérignac, qui est gigantesque, je me demande même si elle est pas plus grande que Bordeaux. De mettre un hangar là pour proposer les restos populaires et délocaliser en fait leur bouffe. Ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait marcher. Ouais. Mais après, faire un hangar juste pour améliorer la logistique, sachant que les restos les plus populaires dans l'ensemble, ils tournent quand même vachement bien et qu'il n'y a quand même pas trop d'attente. Moi, je pense que ça va finir à bassin à flot, ce genre de hangar. Je sais pas ce que vous en pensez, mais parce que je vois mal un truc avec une grande superficie comme ça en plein centre-ville. Bon, c'est possible, hein, mais je vois bien les hangars. Enfin, je vois bien les bassins à flot, quoi. J'ai la confirmation, ils cherchent dans le centre-ville un hangar magique. Un hangar magique. Alors, d'après les médias, effectivement, donc il y a cette histoire de délocalisation, c'est-à-dire que d'offrir aux clients, par exemple, de l'Ouest, des restos qui sont trop à l'Est, tu vois, de rapprocher en fait les restos des clients. Donc il y a ça. Bon, après, il y a l'histoire effectivement du temps de préparation. Donc ils auront plus ce problème de clients sales qui est néfaste pour les temps de préparation. Et alors ça m'a choqué. Dans certains médias, ils disent qu'en ayant leur propre cuisine, donc avec leur cuistot dedans, ça va éviter, attends, je te jure, ils ont dit, ça va leur éviter de reverser une commission au restaurant. Parce que le resto, si tu veux, Deliveroo aujourd'hui facture 30% du ticket. Voilà, ok. Enfin, se base sur 30% du ticket, tu vois, ils facturent resto. Et là, carrément, ils ont inversé en fait, les rôles en disant, là, en gros, c'est Deliveroo qui reverse une part au resto. Alors que la part, elle est quand même de 70-75%. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est quoi ? Oui, vu qu'ils auraient dans la logique, c'est nous qui vous fournissons les locaux, effectivement, ils pourraient récupérer une plus grande part. Mais oui, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Pour eux, en tout cas, c'est vrai que pour nous, effectivement, il y a mais non, pour nous, pour eux, leur intérêt à faire ça, effectivement, oui, c'est qu'ils récupèrent une plus grosse part. De là à rentabiliser l'installation complète d'un hangar en mode cuisine et tout, après, c'est des stratégies plus ou moins à long terme. C'est ça. T'imagines que c'est une stratégie d'investissement. Auprès des cuistots qui vont quand même bosser dans ces cuisines-là, les cuistots des restos, ils pourraient limite leur faire payer une taxe d'habitation. C'est ça, genre en mode.
T'imagines l'enfer. Ah putain. Ils vont dire, ah bah tiens, vous voulez travailler pour nous, bah venez vas-y. payer une taxe. Donc là, c'est le resto qui va encore, tu vois. C'est notre matos, c'est nos locaux, Ouais, c'est tout ça. Du coup, faudrait que vous mettiez en auto-entrepreneuriat. Ah ouais, j'avoue. Et du coup, ça peut justifier pourquoi ils veulent se mettre dans Bordeaux-Centre et pas à Mérignac. Ouais, parce mais que du du coup, coup, ce serait pour prudent, ça rassurerait les restos. pour le coup, ouais. Ouais. De se mettre. Enfin, Mais pour après, le- c'est vrai que Mérignac, c'est quand même 130 000 personnes, je crois, qui vivent dans cette ville. Ouais. C'est quand même un Putain, marché. t'as tellement de chiffres pour là, c'est incroyable. Balance comme ça, là, les gars. Et il a pas de fiche, il a pas de fiche. Il a 0 fiche seul. Le portable est retourné, il a pas de problème, il a Ouais. tout en tête. Incroyable. Mais ouais, grave. Ouais. Et parce qu'après, au niveau des restos, pour Mérignac, ça leur permettrait d'avoir une vraie offre, quoi. Parce que plus on se rapproche de la rocade, Bah moi ouais, j'en parlais c'est- avec mon frère qui habite à Villeneuve, juste de l'autre côté Ouais. de la rocade. Et il me disait, bon, on a essayé de commander pour rigoler parce que tu bosses, quoi. Mais sauf que il y a deux sushis et 3 kebabs et c'est pas très C'est engageant. ça, il y a quoi. rien quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des gangs de coursiers en scooter qui se forment maintenant apparemment. Je sais plus qui c'est qui m'a dit ça. Ah, Ouais, il y avait des coursiers qui s'étaient un peu fédérés, tu vois, autour d'une application, je sais pas quoi, et que sûrement Facebook peut-être. Et les mecs communiquent et sont en mode vas-y, moi je bosse tel soir, machin. Et en fait, les gars ils sont que en scooter, mais ils sont extra boulevard juste. Ils font tout ce qu'on veut pas en fait, tous Ouais. les trucs Mais il y a une dégueulasses. espèce Ils font... de commu au CFC de Talence. Ouais, bah c'est sûrement ça. Ouais. Ça, Ah, Une espèce de commu, il y en a un qui racontait qu'il s'était fait tirer sa voiture en livraison. What? Non. Il est parti chercher une commande, il est revenu, il n'y a plus ses caisses, quoi. Non. Mais même les voitures. Oh là là. Putain. Je sais Ah pas, oui, y a je- pas de limite. Hein. Je sais pas ce qu'il a fait, mais Ah ouais, putain. Ah ouais, c'est con quand même ça. ouais, c'est Parce que là, un vélo, ça fait chier, mais une voiture. super cher. Ah ouais, ça fait super Bah chier. après, voilà, c'est ça, les voleurs s'adaptent. S'adaptent, ouais, c'est s'ils clair, s'adaptent au contexte. À l'évolution Ils volaient naturelle. des vélos, maintenant ils volent des. Bah, voilà, C'est des opportunistes, hein. Ah, putain. voilà, c'est ça. Hein. On va passer à la suite avec la commission des affaires sociales du club. C'est parti. La commission des affaires sociales du CLAP. Alors, le CLAP, on rappelle vite ce que c'est. C'est un collectif des livreurs autonomes de Paris. Ouais. Voilà, en fait, c'est ça l'acronyme du CLAP. Donc, ils ont une page sur Facebook que vous pouvez aller consulter ou lâcher un pouce bleu sur la page si vous voulez. Enfin, bon, bref. Et du coup, en fait, il y a un mois de ça, on avait parlé de du rapport de l'Institut Montaigne. Mhm. Et là, en fait, ils ont partagé la commission d'enquête. Putain, j'ai tellement de fiches, je suis désolé, les gars. Ah oui, je vois qu'il y a pas Mais, mal d'onglets d'ouvert sur le portable. Vas-y, Piaf, je t'en prie. Mais Je mettrai une petite musique d'attente. Je sais, putain, je sais même plus où j'en C'est la suis. musique d'ascenseur. Et donc, bref, il y a eu une commission des enquêtes sociales qui s'est déroulée à Paris il n'y a pas très très longtemps. Et donc, cette commission des enquêtes sociales, en fait, tu avais des intervenants, notamment un professeur en droit, je crois. Ouais. Il y avait les lobbies de Deliveroo, les responsables, des managers, des plateformes. J'ai vu qu'il y avait une directrice artistique. Il y avait une directrice artistique, effectivement, ouais. Enfin voilà, et donc cette commission des affaires sociales, en fait, pour décider un petit peu de l'avenir de l'ubérisation. Mhm. Et ils se sont énormément basés, en fait, sur le rapport de l'Institut Montaigne. Mhm. Et donc, ouais, c'était assez ouf, quoi, parce qu'ils ont interviewé aucun coursier, voilà, si ce n'est un avocat de coursier, mais bon, voilà, le mec était face quand même à des mastodontes. Ouais, bah, tu m'étonnes. Et, Ouais. Ils lui ont demandé histoire de dire qu'il était là, quoi. Ouais. Un peu. Ouais. Bah après, ouais, s'il y a eu quand même la commission d'enquête et tout ça, ce truc-là, il se base là-dessus. Enfin, moi, je trouve ça normal, même si ça me plaît pas, parce qu'effectivement, c'est une représentation par des chiffres, etc., qui forment un truc qui correspond pas forcément à la réalité du terrain. Enfin, après, les mecs, ils ont pas rien à foutre, mais bon, voilà, ils ont des chiffres, ils se basent dessus. Voilà. Oui, voilà. Clairement, ouais, c'est une commission d'enquête, donc déjà ils ont effectivement, Une comme commission tu dis, ouais. des chiffres, sachant que les différentes personnes qui ont participé à cette commission ont déjà réalisé des enquêtes, notamment le professeur de droit qui est quand même qui travaille sur les questions des emplois atypiques depuis les années 90. Il a déjà travaillé sur le télétravail, des trucs comme ça. Il y a le rapport de l'Institut Montaigne qui a quand même des bases solides
sur le plan de tout cet univers. Donc effectivement, c'est pas des données requises directement, c'est pas des données primaires, mais ils ont quand même une base assez solide de ce que nous on vit au quotidien. Ils en ont une idée assez formelle et sans doute à terme ils viendront de toute façon à interroger des coursiers. Et après ça peut être même plus dérangeant pour moi qu'ils interrogent directement certains coursiers parce que quels coursiers ils vont interroger? Est-ce que c'est des coursiers qui est-ce qu'ils vont passer par les plateformes pour parler à ces coursiers? Dans quel cas Uber ou Deliveroo auraient tout intérêt à faire parler des coursiers qui leur sont acquis. Complètement. Est-ce qu'ils vont poster une annonce sur Facebook auquel cas il n'y a qu'un cas des coursiers qui le verront et donc il y aura peut-être 5 personnes qui vont y aller et qui vont peut-être dire n'importe quoi. Enfin, c'est quand même assez difficile de compiler des informations comme ça directement. Il y a une telle diversité des profils. C'est ça. C'est vrai. Alors que là, du coup, c'est vrai que ça repose sur des travaux qui ont déjà fait ce tri, qui ont déjà une base composée de toute cette diversité et qui donc peuvent le présenter de manière plus objective, plus formelle. Après, la commission, elle était là pour se demander comment faire fonctionner ce système ou pour se demander si ce système était juste provisoire. Était dans son droit de... Enfin, dans son droit. Si c'était juste et bien que ce système existe, quoi. Je crois que c'était plus une commission pour se demander comment le faire fonctionner. Là, ils étaient là effectivement plus pour voir le côté protection sociale, comment... Enfin, pour eux, ils savent que c'est quelque chose qui va continuer de se développer, qui existe et qui ne va pas disparaître. Ils reconnaissent quand même que c'est encore assez marginal et que ça devrait le rester. Mais voilà, ils essaient de voir comment on peut réguler ça, comment on peut faire un avenir et certains montraient que c'était pas forcément la piste du salariat effectivement qui était la plus logique, d'autres sont complètement pour ça. Enfin, tu avais vraiment différentes opinions et c'est ça qui est super intéressant aussi dans ce genre de commission. Ok, ils n'étaient pas tous dans la même direction de... après c'est un outil pour uniformiser un état d'esprit et voilà, parce que c'est vrai que comme tu dis, si tu fais des petits pics sur des coursiers, c'est vrai que à mon avis c'est quand même relativement compliqué d'arriver à en tirer des conclusions, quoi. Puis de toute façon, même les coursiers sont pas d'accord sur ce qu'ils veulent eux-mêmes, donc c'est bien aussi qu'on ait une pluralité d'avis et notre statut d'auto-entrepreneur et surtout de coursier fait que de toute façon on n'aurait aucun avantage à créer quelque chose de trop régulé, de trop cadré, parce que sinon on s'y retrouverait pas tous et je trouve que c'est quand même ce qui fait la force de ce joli métier, c'est que on a tous nos usages personnels de quelque chose qui est quand même très général. Donc des gros avantages, quoi. Effectivement, ça crée une sorte de jungle, mais c'est ça, c'est le ghetto comme tu dis, mais au final, c'est un joli ghetto, je trouve. Moi, j'aime bien. Non, mais c'est marrant parce que du coup je vois que l'information, enfin la commission d'enquête a été bien digérée par vous, puisqu'on en avait parlé il y a quelques semaines pour ceux qui se souviennent sur le podcast, et on l'avait un peu flingué ce truc là en disant c'est de la merde, c'est pas représentatif, etc. Et c'est vrai qu'avec du recul au final attention, c'est pas la même commission dont on parle. Enfin là c'était le rapport Montaigne dont on parlait, qu'on fustigeait un peu. Mais là voilà mais là c'est autre chose, c'est la commission c'est de l'Assemblée nationale, je crois, PAF. C'est ça, c'est la commission de l'Assemblée nationale qui réfléchit à ce nouveau secteur avec des gens qui ont participé au rapport de l'Institut Montaigne. Il y a d'autres gens autour qui sont totalement... Enfin, il y avait une meuf qui était du coup la protection sociale, un professeur de droit qui travaillait sur ces questions-là, l'avocat, donc Kevin Mention, qui a déjà fait quelques procès avec Techit. C'est quand même... En fait, c'est... si vous voulez, ça me rappelle un petit peu l'histoire. Ils se sont basés sur le rapport de l'Institut Montaigne et ça me rappelle un petit peu l'histoire pour ceux qui connaissent, du rapport Attali qui date de 2008 en fait, quand il y a eu la crise financière, qu'on disait c'est la crise et tout ça, tu vois, et en fait le gouvernement de l'époque, donc Sarkozy, Fillon, tout ça, ils avaient lancé un plan de relance économique. Et du coup, ils avaient créé la commission, le rapport Attali en fait. Et c'est un petit peu comme le rapport Montaigne. Enfin, ça ressemble un petit peu à ces trucs-là. Et du coup, ça date de 2008 en fait. Donc le rapport Attali, qui était d'ailleurs dont le rapporteur du projet adjoint, c'était notre président d'aujourd'hui en fait. C'était d'accord. Macron. Ok, excellent. En fait.
qui a suivi le même parcours que Monsieur Henri de Castries d'ailleurs, qui est passé inspecteur des finances et qui ensuite voilà. Ça. Un tremplin. Et le mec en fait a fait le même parcours. Donc Macron était déjà avait bien bossé sur ce rapport Attali déjà de 2008. Et donc comme je te dis, c'était un plan de relance économique. Et ensuite, il y a eu la loi de modernisation de l'économie qui a pondu le statut de micro-entreprise. Alors, pas tout à fait comme les micro-entrepreneurs d'aujourd'hui, parce qu'entre-temps, il a été encore plus simplifié. Remanié, À l'époque de 2008, il était encore réservé à des gens quand même d'un certain... Enfin, c'était un peu plus compliqué pour le faire. Et donc voilà, en fait, c'est vraiment en 2008 que tout s'est goupillé, en fait, avec ce plan de relance économique, où d'ailleurs, en fait, ils avaient pour ambition à l'époque de lever les blocages structurels et réglementaires en fait du travail. C'est-à-dire que le travail tel qu'on l'a connu de nos parents, de nos grands-parents, tu vois, tout ce qui était CDI, retraite par répartition, en fait, tous ces trucs-là, ils jugeaient que c'était bien à l'époque des 30 Glorieuses et compagnie, tout ça, mais qu'à l'ère de l'an 2000, il fallait changer. Il fallait passer sur un truc beaucoup plus libre. Et du coup, c'est de là qu'est né en fait le travail en indépendant, le télétravail, tous ces trucs-là. Toute cette forme de liberté à travers certains statuts. Voilà, il voulait vraiment lever vraiment ces blocages structurels et réglementaires. Et déjà, c'est marrant parce qu'à l'époque, déjà en 2008, dans le rapport, vous pouvez le télécharger sur le net. On vous mettra le lien dans la description. Moi, je téléchargé, il fait 200 et quelques pages, mais ça, c'est pas... Enfin, tu peux le survoler ou lire. Est-ce qu'il y a des images? Et déjà, à cette époque-là, je me souviens, parce que c'est quand même un truc assez lourd, tu vois, de lever, en fait, de changer le système. Et ils avaient déjà prévu à l'époque les mouvements de protestation, en fait, comme la loi travail. Alors, c'était pas mentionné spécifiquement qu'il y aurait les gilets jaunes ou quoi, mais ils avaient déjà prévu qu'il y aurait quand même des gros mouvements sociaux. Voilà. C'est vrai que c'est pas étonnant au final, hein, quand tu bouscules un peu certaines choses, il y a forcément des petits retours de flamme à certains moments, quoi. C'est marrant du coup qu'ils aient déjà pensé. Et ça, je te dis, ça date de 2008. Et donc là, aujourd'hui, en fait, le rapport Montaigne, c'est un petit peu la suite logique en fait du rapport Attali de 2008 en fait. Et ainsi de suite, ok, d'accord. Voilà. Et c'était marrant de retrouver justement notre président qui à l'époque était le rapporteur adjoint. Jolie pirouette de paf, magnifique. Tout est lié. Quelle Tout est lié. Excellent. Conspiration. Est-ce qu'on parlerait pas de cow-boy pour l'heure de suite? Si, carrément. Okay. Alors qu'est-ce que cow-boy? Oui, complètement, oui. Et oui, qu'est-ce que Cowboy Paula, dis-moi? Alors, qu'est-ce que Cowboy? Cowboy, c'est un site qui propose des vélos électriques, qui sont assez jolis d'ailleurs. Ils sont noirs, assez stylés. Ouais, ils sont assez... Enfin, ils sont pas mal. Franchement, ils ont de la gueule. Pour un prix d'achat de 2 000 €, si ça en intéresse. Je crois que tu sais de quoi tu parles. Oui, je crois que je sais où tu vas revenir. Voilà. Alors, Cowboy, du coup, vous l'avez peut-être vu sur Facebook ces derniers temps. C'est un site donc qui propose ce vélo électrique et qui s'est allié avec un autre site qui s'appelle Demouze, je sais pas trop comment on le prononce. Et qu'est-ce que Demouze? C'est un peu les ventes tupperware, mais de l'uberisation, on va le dire. Voilà. Donc en fait, ce qui est chouette, c'est qu'avec Demouze, tu peux avoir ce vélo, ce Cowboy à 2 000 €. Tu t'en sers et en fait, tu vas faire tes ventes tupperware. C'est-à-dire que tu vas le présenter à des gens qui seraient potentiellement intéressés pour acheter ce vélo. D'accord. Tu présentes un petit comité comme ça et apparemment tu as une chance sur 5 que l'achat soit réalisé par une des personnes réalisées. Que tu as réuni. C'est ça. Et du coup, si tu fais des ventes, tu as une petite déduction sur le prix d'achat du vélo. Et donc en fait, à la fin je crois que c'est 6 mois, à la fin des 6 mois, tu dois racheter le vélo que tu as loué, que tu as eu gratuitement pendant 6 mois. Et suivant les ventes que tu as fait, du coup tu peux l'avoir entre 2000 et 0 €. D'accord, donc tu as un temps donné pour amener un certain nombre de clients, de personnes susceptibles d'acheter le vélo. En tout cas, il faut qu'elles l'achètent, ce vélo. Et à partir du moment où... Et les gens qui achètent le vélo, eux aussi... Alors non, pour le coup, les gens qui achètent le vélo, ils l'achètent 2000 balles. D'accord. C'est vente tupperware, c'est... toi, tu as le produit, tu le testes et en fait, tu le présentes...
Bah t'es un influenceur un peu, tu testes, t'en fais la promo et t'essaies de le vendre au maximum. Parce que j'ai entendu parler des amis d'amis de ce système où en fait ils vendaient des trucs d'aloe vera, des produits et tout. Ouais. Et en fait le truc c'est qu'ils parrainaient des gens qui achetaient les produits et qui aussi essayaient de les revendre. Voilà, il y avait des systèmes de parrainage et ça faisait des boucles pas possibles. C'est le système triangulaire quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Triangulaire, pyramidal, pardon. C'est ça. C'est ça. Et c'est un système de parrainage sans fin. Le point Godwin. C'est un système de parrainage sans fin et la boîte qui vendait à la base des trucs s'est retrouvée forcément de buzz parce qu'en fait pour les revendre fallait déjà les acheter. C'est ça. Donc, alors là je sais pas s'il y a système en tout cas pyramidal, mais ce qui m'a fait marrer c'est que déjà Demouz c'est tenu par les anciens propriétaires de TE. Take It Easy. C'est exactement ça. C'est drôle. Ça c'est quand même. Mais ça fait un moment qu'on sait qu'ils bossent sur le vélo électrique. Ouais. Ah ben là ils se sont lancés. Voilà, et ils se sont lancés sur ce partenariat. Et moi ce qui me fait rire, c'est que c'est quand même pas des Tupperware quoi. C'est pas un truc qui vaut 5-10 balles où tu te dis oh bah tiens, je vais peut-être y aller, je vais peut-être acheter quelques Tupperware 30 balles. Là c'est quand même un vélo à 2000 boules. Excusez-moi. Enfin, je veux dire, même si t'es intéressé par l'achat, faut y aller pour vendre tes trucs. Mais il y a quand même des mecs il y a quand même des gens qui sont ok pour acheter un téléphone 1000 balles et le renouveler tous les 2 ans quoi. Ouais, c'est vrai. Donc à partir si tu vises ce genre de personnes, je sais pas s'ils sont influençables ou si c'est un truc de mode ou si c'est une nécessité, mais je pense que ça joue toujours sur après, cette influence. Il y a l'espèce de vague de vélos électriques qui se développe en ce moment, donc c'est pas non plus impossible à faire, je pense. Je te cache pas que quand j'ai vu ça, moi j'étais fou, hein. Je me suis dit tiens, ça peut être chouette et tout. Après par contre, il y a un mec qui a calculé combien de vélos fallait vendre pour avoir ce vélo à 0€ en fait. Et tenez-vous bien, 33 personnes par mois les gars. Ah waouh, 33. Sachant que t'as, d'après le site, une personne sur 5 qui achète. Donc même si tu fais une réunion tous les 2 jours avec 10 personnes, il faut que tu aies une vente, donc tous les 2 jours, de ce vélo. Donc ça veut dire qu'en fait c'est ton boulot quoi. Parce qu'une vente ça prend quoi, 1 heure, 2 heures. Ça te rapporte pas d'argent. Ça te rapporte rien par le prix d'achat du vélo. Ça te rapporte quand même 2000 balles. Donc si tu fais le calcul, bon ça tient peut-être là. Mais c'est pas toi qui touches les 2000 balles. Non, en fait c'est une prime, c'est une déduction sur le prix du vélo. Après t'es obligé de l'acheter. Donc si tu fais suffisamment de ventes, mais je veux dire, le seul gain pour toi d'essayer de revendre ce vélo, c'est de payer le tien moins cher en fait. Ouais, c'est ça. Complètement. Ouais, d'accord. Du coup t'es pas payé. Non, voilà. Ouais, c'est ça, t'es pas payé. Si tu fais le calcul, on va dire qu'il y a quoi. Quand t'as dit ça, moi j'ai cru que c'était tu touches quelque chose parce que tu bosses pour eux et t'as une réduction sur le vélo parce que tu bosses bien. Du coup si tu fais le rapport, ça fait à peu près 300 heures passées à essayer de vendre un vélo. Ouais. Vu que ça fait à peu près 180 personnes qui pourraient l'acheter, donc à peu près on multiplie par 5, voilà, petit calcul. 300 heures de 1000 donc 300 heures de... Ça fait quand même... si on rapporte ça à Deliveroo, même à 10€ de l'heure, ça fait 3000 balles de remporté, alors que là tu économises pour 2000 balles de vélo. Donc, non mais sinon tu tentes à Xandera, les concours Xandera, et tu fais comme John Joe, tu gagnes un vélo électrique. Mais j'étais choqué ça parce que je me suis jamais intéressé à Xandera et tout, parce que après la fermeture de Take-It, moi j'étais vachement impliqué, j'étais à fond et tout, j'étais on fait des trucs et tout, coursier trop sympa, et j'ai vachement reculé parce que je me suis dit je me suis fait avoir une fois et pas question que je me réimplique dedans pour me refaire avoir quoi. Ouais, je comprends. Et du coup quand j'ai vu Xandera, j'étais c'est encore un truc là machin. Là je crois qu'ils s'en font de concours en ce moment. Ouais, mais je sais pas, en fait, moi pour info, ce qui est marrant sur Bordeaux, c'est un vrai truc du coup en fait. Bah oui, parce que moi je pensais que c'était un truc pour les coursiers qui s'amusent quoi en fait. Non, mais le truc le plus fou c'est qu'on a 2 personnes sur on a un petit groupe là qui s'appelle le BCC Alumni, tu sais. Et on est 17 dedans et il y a 2 personnes qui ont gagné un vélo électrique quoi. Bon, il y en a des 2 qui se fait voler après, mais sinon on a ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire ça. Et non, par contre moi je trouve ça assez marrant. Je suis peut-être le seul, je sais pas, je me lance sur le truc, mais le parallèle ou la métaphore du vélo cow-boy, si tu veux, entre le mec qui va chercher le gibier, tu vois, le bétail quoi, tu vois, voilà. Je trouve ça assez marrant. Après j'avoue que sur ce genre de vélo, effectivement, c'est peut-être, c'est une belle monture hein, pour reprendre la métaphore. C'est quand même un beau vélo. Ouais. Et du coup, Take-It continue de réinventer. Take-It réinvente notre profession. C'est ça. C'est magique. Peut-être qu'ils se planteront encore, qui sait. Donc après, ils feront des conférences pour expliquer aux gens comment c'était trop bien. Ouais. Sur ce, on passe sur la météo avec notre Gersois. Je crois qu'il est Gersois. Putain, je sais plus ce qu'il m'a dit la dernière fois. Je lui ai demandé. J'avais dit qu'il était du Var ou je sais pas quoi. Bref, on s'en fout. C'est la météo de JR. C'est parti. Pluie, pas pluie, mouille, mouillé, mouille, pas mouille, pluie. Conclusion, pluie, mouillé. Salut à tous, c'est JR. Bienvenue pour ce petit point météo du podcast du Premier Cercle. Je vous fais ce petit point
en différé de Lisbonne. Et oui, nous sommes ici en vacances pour quelques jours, mais c'est pas pour autant que je vais m'absenter dans cette petite chronique. Donc voilà, pour tout vous dire, cette semaine, au niveau météo, sur Bordeaux, il fera plutôt beau, avec de belles températures jusqu'à jeudi, jusqu'à 25 degrés jeudi. Vendredi, ça commencera à se gâter un petit peu. On aura des températures qui resteront assez hautes jusqu'à 20 degrés. Mais quelques pluies est prévues en soirée. Et également pour samedi matin, on aura quelques pluies sous forme d'averses. Donc attention à vous. Pour ce week-end, on aura des températures idéales de 21-22 degrés sans pluie, mais pas mal de nuages à l'horizon. Pour la semaine prochaine, on aura un temps qui sera aussi sec, mais des températures qui restent quand même assez basses pour la saison, qui ne vont pas dépasser les 20 degrés. Donc lundi, 19 degrés par exemple au meilleur de la journée. Mardi aussi, 18 degrés au meilleur de la journée. Des journées donc assez nuageuses, sans pluie. Mais voilà, l'information qu'il faut avoir, c'est qu'il n'y aura pas de pluie intense pour les prochains jours, donc vous pourrez shifter tranquillement. Voilà. Bon, ben je vous laisse, et puis je vous laisse avec le podcast. À bientôt. Pluie, pas pluie, mouille, mouillé, mouille, pas mouille, pluie. Confusion, pluie, mouillé. L'invité de la semaine nous parle du coup de son accident récent dans un premier temps. Qu'est-ce qui s'est passé, Pierre? Bref, un classique, hein. Ouais. La voiture devant moi je roule à peu près à la même vitesse qu'elle et qui a fait un beau virage à 90 degrés sans ralentir, sans mettre son clignot. Et bon, j'ai fait ce que j'ai pu pour l'éviter, mais je suis parti en soleil et j'ai fini mon soleil dans la voiture, quoi. Ah ouais, putain. Du coup, t'as fini avec quoi de cassé? Rien de cassé, mais de bonnes douleurs. Ouais, je me suis, ils appellent ça des dermabrasions, j'adore ce mot. Dermabrasion? Des dermabrasions, ouais. Ça, c'est pas mal. Des abrasions de l'épiderme. Ok. Donc, la traduction, c'est que je me suis râpé tout le coude et tous les deux genoux. La traduction, c'est un peu moins joli comme ça. Ouais. Je me suis bien défoncé les côtes et je me suis découvert un truc à l'épaule, mais ah ouais. A priori c'est des contusions internes, okay. quoi. Mais ouais, du coup camion de pompier, une journée aux urgences. Putain. Le 1er mai, j'aurais dû faire le jour férié comme tout le monde. Ouais, putain. Mais moi, ça me fait penser à. C'était un ancien coursier, le Louis, je crois, il y a des années de ça, qui avait tapé une voiture côte de la Marne et en fait, la voiture avait freiné, ou je sais plus comment c'était goupillé, mais pareil, la voiture devant, le coursier derrière, ça tape, et le mec, il est parti par-dessus la voiture, sauf que là, il a pas tapé la voiture, le coursier s'est pas arrêté, il est parti dans les airs. Il a réatterri sur l'avant-bras, tu sais, et comme il a pu aussi, il a voulu peut-être naturellement faire une roulade ou je sais pas. Ouais. Et sauf que là, ça fait bitume peau et ça a arraché tout. Ouais. Voilà, ça a deux bras en lambeaux, quoi, et beau. Ça a grippé de suite, voilà. Et du coup, on est sorti avec, en gros, tout ce qui est ligamentaire, etc. Ça a bien morflé au niveau nerveux aussi et tout. Ah ouais. À ce point-là, c'est-à-dire que la motricité du bras, je crois qu'il a récupéré nickel, mais il a un problème de circulation sanguine. Enfin, à l'époque, en tout cas, je me souviens quelques mois après. Il avait évidemment une belle cicatrice parce que voilà, ça avait été recousu proprement quand même, mais après ça reste un truc ouvert, quoi. Et voilà, donc c'est vrai que c'est finalement pas plus con de s'arrêter vite, tu vois, ou pas trop en tout cas quand t'as un accident, parce que si tu commences à partir dans les airs et que t'es en t-shirt, là j'étais en pantacourt au-dessus des genoux, donc rien de protection aux genoux que dalle. Mais en même temps je dis ça, mais tu vois des gars qui se plantent dans des pare-brises et qui se massacrent la tronche. Voilà, donc, à l'époque de Take It, il y avait un mec qui s'était mangé un pare-brise. La voiture s'était arrêtée, pas lui. Et... Ouais, il avait un casque, je crois. Hein. Ouais, mais juste qu'en fait, il a été défiguré en fait. Ouais, c'est ça, il a dû faire de la chirurgie réparatrice et tout. Et Rémi, la dernière fois qu'il se prend pareil, Rémi, un coursier du BCC, là, pareil, il roulait un peu comme un porc, là, il s'est un peu calmé, j'ai l'impression. Et il a tapé pareil un pare-brise, mais il a explosé. C'était une plaque, tu sais, la petite vitre, je crois que c'est la petite vitre à l'arrière. Ah, la lunette arrière. Ouais, je crois. Et il a tapé l'épaule. Bref, et au final il a eu de la chance parce que tu me l'avais raconté, je crois. Ouais, et ça aurait pu très mal finir parce que en vrai finalement non, il n'y a pas de pire ou de moins pire en fait quand tu tapes une bagnole, c'est non. Bon, ouais, faut rester. J'ai un petit regret, c'est que j'ai pas fait assez de traces sur la voiture. Non, mais bon. Ouais. Elle, pour le coup, c'est juste une dame qui avait pas fait attention, quoi. Ça
c'est rageant, mais ça arrive, quoi. Ouais, et malheureusement, c'est vrai que quand tu. Du coup, après, ça fait constat et tout. Ouais, j'ai une prévoyance, j'ai une assurance pro à moi, donc normalement, ça va. À la fin, j'aurais pas été trop pénalisé, quoi. Ouais. Mais ça fait bizarre, quoi. Et parce que là, du coup, t'étais en shift. Ouais, pour la première commande. Ouais, première commande derrière la gare. Je partais à Bègle, je traverse les boulevards et elle tourne pour aller à la station essence, quoi. Et l'assurance, c'était quoi? C'était avec Deliveroo, du coup, tu bossais? Ouais, je bossais avec Deliveroo. Ils m'ont proposé. Alors, j'ai réussi à me débrouiller. Ils m'ont gelé mes stats. Ouais, d'accord. Ouais, ils m'ont gelé mes stats. Putain, ça c'est cool. Ouais, du coup, là, je suis resté. J'ai été arrêté 2 semaines et demie. Là, je reprends bientôt, mais j'ai pas été impacté au niveau stats. De shotgun et tout ça. Ouais, parce qu'en ce moment, repasser à 15h, c'est dur. C'est punitif. Ah ouais, là, j'y suis repassé, moi, il y a pas longtemps, là, et ça pique un peu. Ouais, j'avoue. Ouais, non, c'est bon, je suis resté à 11h. J'ai tout ce qu'il faut, mais. Ouais. Mais mais l'assurance Deliveroo, je crois qu'elle font dans ces cas-là. Elle fonctionne correctement, quoi, vu que de toute façon leur boulot à eux c'est de contacter notre assurance pour rapatrier les indemnités et tout ça quoi, ouais. Parce que j'ai pas mal de frais sur mon vélo. Ouais. J'ai pas eu des frais, mais mais c'est le All City que t'as pété. Ouais. T'as plié. Okay. Ah oui, je l'ai pas plié le cadre, mais on va dire que tout le reste a pris un peu, quoi. Ah putain. Et bon. Ouais. Donc dans les cas de dermobrasure, c'est ça? Dermabrasure. Dermabrasure, pardon. Tu as relativement bien indemnisé. C'est ça. Non, je sais pas. Ouais, enfin bon, bref. Voilà. Pour l'instant, on dit rien. Le vélo sera sûrement indemnisé. Ouais. Voilà. Moi, je sais pas. Ok. On a du coup, vu que t'es un ancien coursier de Take It, t'as évidemment participé t'as subi la fermeture de Take It. On l'a tous bien suivi, ouais, en effet. Et du coup, toi, t'as fait des démarches aussi, du coup, tu me disais. Je fais partie, comme Simon Pralon, que vous avez déjà accueilli. On fait partie de la petite douzaine de coursiers de Bordeaux qui ont entamé les procédures contre Take It Easy pour une requalification. Enfin, c'est un procès pour salariat déguisé, en fait. C'est ça, d'accord. Grossièrement. Il y a des endroits où ça a fonctionné, il me semble, là, c'est ça? Ouais, à Nice, du coup. À Nice, ils ont gagné. Enfin, le tribunal a décidé que leur a donné raison. Ouais. Et il y a la Cour de cassation de Paris qui a rendu un avis aussi positif concernant ça. Ouais, donc c'est plutôt positif pour tout le monde, du coup, au final. C'est hyper positif, et ça va dérouler d'autant après. plus positif que nous, on s'attendait. On a un dossier béton grâce à Simon Pralon, notamment. Ouais. Et Simon s'est bien engagé sur le dossier. Ouais, il s'est bien engagé. Il avait peut-être plus d'outils en main que les autres pour monter le dossier. Il a vraiment une âme de leader, celui-là, c'est impressionnant. Il a une âme de leader, et puis en plus, il était hors de question qu'il se laisse faire. Il a aussi beaucoup de caractère, Simon. Moi, c'était pareil. Il y en a plein des anciens de Take It qui ont dit non, mais c'est pas grave, on oublie et tout, on fait autre chose et tout. Mais ouais, mais en même temps, moi je peux comprendre, ça fait chier. Je comprends. Tu vois l'espèce de montagne à franchir, tu te dis mais jamais ça va marcher ou quoi. Et c'est cool que. Mais non, ça va bien. Et puis c'est ce que je disais. C'est que nos juges ont rendu leurs avis avant l'avis de la Cour de cassation de Paris et avant l'aboutissement du procès à Nice. Et nos juges en gros, il y avait 4 juges et en gros ça fait 2 qu'on fait oui, 2 qu'on fait non. Et du coup ça part sur un juge partitaire, il faut représenter le dossier. Mais ils ont pas dit non. D'accord. Ils ont pas dit non, et qu'ils disent, ils ont pas dit oui d'accord, mais qu'ils disent pas non, c'est ultra positif dans un dossier comme ça. Ok. Et juste derrière, il y a la jurisprudence qui est arrivée. Derrière, après, qui fait la vie de la Cour de cassation et tout, qui est du coup fait que ça sent. Mais c'est bien, mais ça aura mis longtemps du coup, parce que ça fait Ça fait quoi? Ça fait 2 ans que ça a fermé Take It? Depuis 2016. Ça a fermé en juillet 2016. Ouais. Et c'est long, ces procédures. Encore, et on a lancé la procédure en octobre 2016. Et en plus, faut savoir que ces procédures de requalification, en plus, c'est même pas c'est pas pour le fun. C'est juste qu'il faut savoir que quand Take It a fermé, les factures, parce qu'on est tous auto-entrepreneurs, en fait, vous avez des factures impayées en fait. C'est ça, parce qu'en fait, ils essayaient pas de faire une levée de fonds, mais ils essayaient de se vendre en fait. Ils essayaient de se vendre. Et ils ont eu des contacts avec La Poste, qui finalement s'est tourné vers Stuart. Stuart, ouais. Ils ont eu des contacts avec La Poste, ils ont eu des contacts avec d'autres boîtes, j'ai plus les noms.
Et en fait, ça s'est pas fait. Ouais. Sauf que ça s'est pas fait à la fin du mois. Et c'est ça, et se sentent Et à la fin du mois, tout le monde avait bossé. Ouais. Tout le monde avait bossé. Et en plus, ils avaient payé personne. Normalement, ils payaient toutes les 2 semaines. Ouais. Et ils avaient pas encore payé pour la première quinzaine. Ils payaient, qu'on soit bien d'accord, ils payaient des factures. Parce que vous aussi des prestataires en fait, pas des employés. C'est ça, on était des prestataires. Et alors, on était des prestataires, mais on n'était pas traités comme des prestataires. On considère qu'on n'était pas traités comme des prestataires. Mais du coup, ça faisait des factures impayées en fait. C'est ça, c'est des factures impayées. Et le problème, c'est que limite, ils auraient fermé au début du mois, ça aurait été moins grave. S'ils auraient payé tout le monde, sauf qu'en fait, ils ont fait tout le mois de juin. Je crois que c'était juin, je sais plus, il me semble que c'était juin, pas juillet. Ils ont fait tout le mois sans payer, sans argent en fait. En disant on va se faire racheter, ça va le faire, ça l'a pas fait quoi. Ah putain. Et du coup en fait ils ont fermé en payant personne et en fait au milieu du mois quand ils devaient faire les virements en fait je crois qu'ils avaient dit non on n'a pas fait les virements parce que c'était la fête nationale belge, du coup les virements sont pas passés et puis après il y avait la fête nationale française, du coup les virements sont pas passés et les pires excuses quoi. Et je crois que dans l'histoire, à Bordeaux, il y a que le Santocha qui a réussi à se faire payer sa quinzaine quoi. Parce que c'était le plus gros resto, ils ont mis la pression quoi. Ouais. Mais du coup, ils ont payé personne quoi. Putain. Ils ont payé personne et cet argent-là, à part peut-être via le procès, on le reverra jamais parce que c'est des histoires de créances. Ouais. Et il y a plusieurs, je vais mal l'expliquer, mais il y a plusieurs genres de types de créances. Et le type de créance que nous, les prestataires de services, on a, parce que c'est en dessous de tout quoi. Parce que d'abord, il faut payer les salariés, leurs indemnités et tout. Ensuite, il faut payer les restos et ensuite, il faut payer les coursiers. Et du coup, en fait, on est tout en bas de la liste et en fait, l'argent, on nous l'a dit, hein, l'argent, on l'aura jamais quoi. Ah putain, merde. Peut-être via le procès. Il y a des petites compètes en ce moment. Ouais, en ce moment à Bordeaux ça bouge un peu. T'en as déjà parlé, il y a le No Champ Tour qui a lieu depuis fin mars. Il y a 4 courses. 5. Ok. 5. Il y a 5 événements. Ouais, 5 événements. Il y a eu une Alley 4, du coup une course on va dire de rue en fin mars du coup. Ouais. Il y avait eu une bonne cinquantaine de participants, que c'était bien passé. Ouais. Il y a eu le deuxième événement avec 2 courses, du coup une course de cyclocross en pignon fixe et une course nocturne aussi en pignon fixe. Ouais. Et là il y a le 3e événement qui arrive, c'est une main race. Donc une main race, c'est une espèce d'alley 4 mais vraiment carré avec des checkpoints et des colis à livrer et tout. C'est comme on voit dans les vidéos de. C'est ça, c'est exact. Ouais. Bah c'est ça en fait. À la base, les alley 4 c'est un peu les main race et c'est le format qui s'utilise sur les championnats du monde de coursiers. D'accord. Et du coup, on en organise une. Je fais partie de l'organisation et on en organise une. Là, samedi prochain. Samedi prochain, je crois qu'on va lancer à 25, 19h. je crois que c'est ça, ouais. C'est ça. Je sais pas si tu veux mettre le lien dans la description. Je mettrai le lien dans la description. Mais les inscriptions sont ouvertes. On vous attend et franchement, ça va être cool. Ouais. C'est un peu une collaboration, le No Champ Tour en fait, entre plein d'organismes. Ouais. Et là, c'est les fameux contrebandes qui s'occupent de tout ça. Qui s'occupent de la main race. Ouais. Ok, d'accord. Ah bah c'est cool, ça va être bien. Ça dure combien de temps à peu près la course du coup? Je pense qu'il y en a pour 2 heures. Ouais. Ça dépend du coup, parce que le premier il va finir plus tôt que les autres. Mais, ouais, bien sûr. Ouais, on va dire entre 1h30 et 2 heures. Okay. Mais celle-là, elle va pas du tout ressembler à la première. Du coup, ouais, j'imagine. On part sur un truc complètement différent. Ouais. Et je pense que ça va être pas mal. Ouais, non, mais j'ai hâte de voir. Ouais. Il faut que je m'inscrive d'ailleurs parce que je suis pas encore inscrit d'ailleurs. Dépêche-toi. Et on va, du coup, avant de terminer cet épisode semaine 21, parler de l'accident de Paulin qui s'est massacré vite fait. Pas massacré, je me suis vautré un peu salement. Ouais. Bah, du coup. Au bout de 2 jours de shift, hein, tu m'as dit ça. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, j'avais mes partiels avant, du coup, j'ai pas trop shifté jusqu'à maintenant. Sachant que tu shiftes à mi-temps, donc c'est un ratio accident, là, travail. Je passais en mode saisonnier, tu vois. Je passais en mode mai-juin, je vais vraiment bourriner. Mais du coup, effectivement, là, depuis septembre dernier, pas trop shifté, ce qui fait que mon ratio course accident est quand même assez élevé, ouais. Je te le cache pas. Gros somme en plus parce que triple commande dans le sac, donc ça partait pour une bonne triple HFC Uber. Ok. Voilà. C'est possible une triple avec Uber. En fait j'ai ok. Voilà. C'est possible. Je vous laisse cheminer. Voilà.
Bref, heureusement du coup que j'avais cette trip parce que voilà, je me prends. Du coup, je roulais au niveau du HFC Talence. Voilà. Ouais. Donc là, c'est 2 sens uniques qui sont reliés par un terre-plein central où on peut se garer. Ouais. Et en fait, il y a un mec qui est d'ailleurs coursier lui aussi, qui sort en bagnole et qui ne me voit pas. Puis qui sort de son emplacement de parking. Et du coup, moi, je lève la tête et je vois une bagnole à 2 mètres de moi. Moi, j'avais les mains sur mon guidon, en plus, pas en position pour freiner, puisque il y avait vraiment 0 voiture sur 300 mètres devant moi. Ouais. Et donc, je me dis, c'est bon, je peux bourriner. Je commençais à accélérer, tu vois, donc je baissais la tête pour y aller tranquille. Là, je lève la tête et je vois une bagnole quasiment à l'arrêt, moi à 30 km/h. Je lui rentre dans le cul, quoi. Ouais. Voilà. Donc, heureusement, mes triples commandes m'ont bien encaissé pour moi. Je m'en sors avec quelques contusions. Par contre, comme c'était, on va dire, mon premier gros accident, j'ai pas eu le réflexe de prendre la plaque, j'ai pas eu le réflexe de prendre le 06, j'ai pas eu le réflexe de faire un constat à l'amiable. C'est le premier truc qu'il faut faire. Mais du coup, moi j'étais sous le choc, j'étais là en mode, j'ai envie de livrer mes commandes, j'ai envie de continuer à rouler parce que ça me fout le seum. Je me suis fait vraiment des gros hématomes, mais je pouvais finir cette commande en tout cas, et je me suis ouvert la lèvre, c'est le seul vraiment truc qui m'a préoccupé sur le moment. Les mecs se sont arrêtés, m'ont filé de l'eau, tu vois, donc au final, ma fourche s'est pliée. Je m'en suis pas rendu compte parce que c'est vraiment peu visible à l'œil nu, sauf que le problème c'est que du coup maintenant, déjà elle est fragilisée et ça touche ma pédale. Ah ouais, on appelle ça l'overloop. Voilà. Ouais. Mais c'est pas fait exprès là. c'est pas la géométrie naturelle du vélo. Voilà. Ah merde, faut pas. Le problème c'est que je me suis rendu compte 3 km après, en tournant. Parce que c'est tout droit à Talence dans cet endroit-là. Ouais. Du coup j'étais tout droit et à un moment j'ai tourné et j'ai fait. Et là tu t'es recassé la gueule. Et non, du coup ça fait bizarre quand t'as de l'overlap et que tu sais pas. Du coup je roulais c'est overlap. Ouais. Je croyais que c'était overloop moi. Non, c'est overlap, ouais. Merci de préciser. Du coup je roulais à 15 km/h parce que j'avais quand même les 2 genoux fracassés et le bras gauche aussi, mais ça fait bizarre. Dans ce cas-là, faut être sans pitié parce que a priori c'est pas le mec qui va payer il va payer la franchise quoi. Du coup moi comme un con j'ai même pas son numéro. Donc là je l'ai retrouvé. Merci un pote à moi, il se reconnaîtra, mais du coup il faut que je le contacte parce que je ne peux même pas porter plainte étant donné que le mec s'est arrêté en fait et que du coup il n'y a pas de délit de fuite et en plus il m'a demandé si tout allait bien, il m'a donné un peu d'eau, donc en théorie il n'y a rien qui prouve que je n'ai pas abîmé mon vélo après l'accident en fait. Donc aux yeux de la loi c'est moi qui me fais niquer alors que je suis pas en tort. Merde. Après tu peux peut-être faire un constat avec lui du coup il faut, mais le problème c'est que j'ai fait ça vendredi, on est mardi. Ouais, mais il y a 2 jours, c'est 5 jours. Non, parce que là moi tu vois typiquement moi sous 2 jours j'avais tout envoyé en d'accord. Parce qu'on avait avec le constat, mais l'autre partie, la dame dans qui je suis rentré, elle a mis du temps à envoyer le constat, mais son assurance a quand même pris le dossier quoi. D'accord, donc je peux quand même faire mon constat. Ouais, tu leur expliques. Ok. Tu leur expliques, tu leur dis je me suis pris une voiture, tu leur dis sous le choc. Tu tartines un peu concernant disant que t'avais mal partout et que t'étais choqué. Ok. Tu dis que t'as pas pensé quoi. Mais que du coup par contre il s'avère que d'accord. qu'il y a des répercussions quoi. Bon, en tout cas déjà des dégâts physiques et en plus des dégâts matériels. Là c'est surtout les dégâts matériels qui m'embêtent du coup. Parce que j'ai eu la présence d'esprit de demander un arrêt de travail à mon médecin, et donc si on a un arrêt de travail de plus de 8 jours on peut être indemnisé par AXA. Attention, si vous demandez un arrêt de travail en accident, il faut faire plus de 7 jours d'arrêt de travail. Oui, sinon on n'est pas indemnisé. Il y a des jours de carence. Il y a des jours de carence. Voilà. Moi avec ma prévoyance c'est 3 jours en cas d'accident de travail et de blessure, et 15 jours en cas de maladie. Pour celle de Uber, vu que j'étais en shift, c'est 7 jours. Ok. Voilà. Et par contre, je suis bien niqué parce que vu que j'ai fait ça vendredi soir, je suis repassé à 17h sur Deliveroo. Wow. Aïe. Ah oui, t'as loupé tous les pics du coup du week-end. Ouais. Donc là, il va falloir que je négocie avec Deliveroo parce que j'ai raté tous mes créneaux du week-end, effectivement. Et il va falloir que je négocie pour repasser au moins à 15h la semaine pro. Là, du coup, je suis dans une position très délicate parce qu'il n'y a aucun créneau vraiment à récupérer, quoi. Et oui. Du coup, pour remonter ses stats, c'est compliqué de remonter ses stats quand on n'a pas de créneau. Ouais, c'est ça. Mais vois avec Deliveroo, alors ils seront peut-être moins cléments qu'avec moi parce que t'étais pas en train de bosser pour eux. Si, du coup, en fait. Si. Du coup, ma triple commande. Oui. Voilà. Oui, d'accord. Mais oui, du coup, si t'es en train de bosser pour eux, tu leur expliques.
Ouais. Tu leur expliques et tu leur dis ouais, bah, j'ai dû m'arrêter machin et normalement, alors si t'expliques au support biker du téléphone, tu risques d'avoir des. Bah justement, je les ai appelés directement, ils m'ont dit bah on n'est pas compétent pour ça, faut envoyer un mail, tout ça. J'ai eu droit au super. Est-ce que vous pensez livrer la commande? Ouais. Ah ouais. Parce que je les ai prévenus sur le support, j'ai prévenu la cliente et je l'ai appelé la cliente, j'ai fait je suis désolé, je vais pas vous livrer, là je pars avec les pompiers. Et du coup au Deliveroo ils m'ont appelé, oui la cliente nous a appelé en nous disant que vous aviez eu un accident, ça va? Est-ce que vous pensez livrer la commande? je leur ai dit super sec, je leur ai dit je pense que je vais monter dans le camion de pompiers, que je vais partir à l'hôpital. Ah d'accord, bonne journée. Ils sont ouf, ils vont lâcher un espèce de bonne journée, bonne fin de journée. J'étais là, vous êtes sérieux quoi? Ah putain. Ça c'est le luxe du service client, mais bon on leur pardonne. Ils ont des phrases toutes faites, c'est ça, ce qu'ils peuvent quoi. Moi il a été assez compatissant quand je l'ai appelé, il m'a dit bon rétablissement tout ça. Il m'a dit par contre fuck it, t'envoies un mail, moi je m'en fous. Ah non, moi c'était juste pour la commande quoi, et par contre c'était bonne journée, bon courage. Yes, toi aussi. Envoie-nous une carte postale du CHU Pellegrin. Ouais, je vous envoie un selfie avec le docteur. Tu postes sur Instagram, t'auras peut-être 5 € de remise sur ta prochaine trop sympa commande. Tu penses qu'ils vont me faire un petit mois offert sur Deliveroo Premium? Tu l'as mangé la commande du coup quand même ou pas? Elle était mangeable? Mais le truc, j'ai attendu le soir pour la manger parce que j'ai attendu super longtemps aux urgences, mais à chaque fois je me disais ouais mais je suis sûr que je vais ouvrir la commande, ils vont arriver. Du coup les salades je les ai mangées le soir. Ouais, ça va, c'était pas un Burger King qui périme au bout de 15 minutes quoi. C'est ça. Salut. Ok, et bien le podcast du premier cercle c'est terminé pour aujourd'hui. Vous nous lisez, nous écoutez comme d'habitude sur Telegram, Facebook et YouTube. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et ride safe. Ciao. Salut. Foi numa tarde de domingo que alguém perguntando por ela chegou, deixando meu coração tristonho, enciumado.